Alors, on ne parle que de présidentielle américaine et de victoire de Trump, mais il y a aussi la Fed qui est passée un peu sous les radars, mais il faut en parler, la Fed qui se réunit aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Sauf surprise colossale, ce soir la Fed va baisser ses taux parce qu'elle ne fait pas de politique de 25 points de base. Et c'est vrai que tous les Oui. indicateurs plaident pour qu'elle continue de les baisser et l'élection de Trump ne change Mhm. rien. J'irais presque que l'élection de Trump va même l'accélérer sur une période de plus longue, voilà, lorsqu'on se projette sur plus longue période. Alors, plusieurs raisons, hein. Déjà, effectivement, les États-Unis, et c'est vrai que Jean-Pierre Petit l'évoquait juste avant, sont des grands pragmatiques et c'est difficile pour des Européens de le comprendre parce que nous, on est beaucoup plus idéologues, dogmatiques, et eux sont des vrais pragmatiques. Ils défendent d'abord leurs intérêts avant en fait des grandes idées et donc de manière évidente, hein, si je rappelle les taux étaient élevés et la Fed avait amené les taux jusque-là, c'est parce que les pressions inflationnistes étaient là et on voulait éviter en fait je dirais que le moteur surchauffe. À partir du moment où les pressions inflationnistes baissent, par définition, en fait, les États-Unis n'ont pas vocation à maintenir des taux qui sont plus élevés, si ce n'est à être masochistes. Et force est de constater que depuis quelques décennies, on a bien compris que les Américains feraient tout pour défendre leurs propres intérêts. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de maintenir des taux directeurs au niveau qui étaient ceux qu'ils étaient encore en fait en début d'année. À partir de là, on rentre véritablement dans un cycle de baisse des taux, donc d'un point de vue légitime. Après, l'autre élément quand même qui est politique, hein, et on l'avait évoqué ensemble il y a quelques mois, hein, lorsque Trump a présenté les grandes lignes de son programme, il faut quand même pas être dupe. C'est-à-dire que peut-être dans l'élection de Trump, c'est très très pro-business. Le seul élément quand même d'interrogation, c'est quel rapport va-t-il entretenir avec la Réserve fédérale? Parce J'allais que le y venir. programme, oui. Mhm. Parce que sur la Fed, il a tout dit son contraire, mais il a surtout dit qu'il voulait que la Fed soit au pas, en gros, et il se laissait la possibilité de limoger Jérôme Powell et qu'il voulait en gros Oui. une Fed à sa main. Exactement. Et alors là, pour le coup, c'est passé en fait sous les radars. Sauf que là, on attaque tout de même. Alors c'est vrai, hein, Trump est un grand pragmatique et sera très pro-cyclique et très pro-business. D'ailleurs, très pro-business, grosse boîte plus que petite boîte hein, en réalité. Donc ça, c'est plutôt positif pour la croissance. Mais ça sous-tend quand même une politique publique basée non sur des dépenses publiques qui sont excessives, hein, alors que c'est probablement plus le cas en Europe, mais sur des recettes fiscales qui sont anormalement basses par rapport à ce qu'elles devraient au regard en fait simplement des dépenses publiques à assumer en fait dans une économie comme les États-Unis. Et donc ça sous-tend quoi? Ça sous-tend et ça vient évidemment du fait que l'imposition sur les sociétés, vous regardez en fait la composition des recettes fiscales aux États-Unis, l'imposition sur les sociétés aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ne représente quasi plus rien et donc ça serait évidemment le seul levier pour rétablir des déficits publics ou les faire rentrer dans le rang, ça serait évidemment d'augmenter la fiscalité des entreprises. Bon, Trump, c'est pas son sujet. Alors il dit qu'il baissera les impôts des sociétés, ça m'étonnerait qu'il puisse aller beaucoup plus loin que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc il pourra proroger ce qu'il a mis en place jusqu'à maintenant. Il ira pas plus loin parce qu'on peut pas en fait aller en dessous en fait du sol de la piscine qu'on a atteint. Mais ça veut dire concrètement qu'il inscrit les déficits publics aux États-Unis d'un point de vue structurel à des niveaux très élevés. La conséquence de cela, c'est que clairement, au regard du stock de dette publique et du niveau de déficit public, alors les États-Unis arriveront à le financer, il n'y a pas de sujet, mais enfin, c'est pas la même chose de financer son déficit public et son stock et le refinancement d'une partie de sa dette publique à 4 ou 5% ou à 1 ou 2%. Et là, pour le coup, on est face à un dilemme, clairement, hein, qui est un enjeu politique de lutte intestine entre le pouvoir budgétaire, celui qui fixe les règles du jeu, et le pouvoir monétaire, soi-disant indépendant. Donc Concrètement, Trump versus Powell. Or, est-ce que vous savez pourquoi les banques centrales sont devenues indépendantes? Alors, elles ne le sont pas complètement, hein, tout ça c'est un fantasme un peu européen d'ailleurs, hein, mais bon, grosso modo, on a quand même instauré la notion d'indépendance dans la gestion de la politique monétaire par rapport au pouvoir budgétaire. Vous savez pourquoi? Vous savez quand est-ce que tout ça est né? La Poste, les erreurs qu'on avait commises évidemment au début du XXe siècle et notamment dans les années 20. Et pourquoi? Parce qu'on avait bien compris qu'en adossant de manière trop importante et trop grossier le pouvoir monétaire, en l'adossant au pouvoir budgétaire, en le rendant finalement dépendant en totalité du pouvoir politique concrètement, eh bien, ça peut amener à créer une forme d'aléa moral. C'est-à-dire de toujours vouloir appuyer en fait là où ça fait du bien parce qu'on ne veut pas finalement avoir assumé les conséquences de politiques qui pourraient être désagréables. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est qu'en fait, donc je rappelle tout de même, les années 30 sont aussi en fait à l'époque une des conséquences de politiques monétaires qui ont été désastreuses dans la décennie qui avait précédé. D'où en fait cette volonté de séparer le pouvoir monétaire du pouvoir budgétaire. Est-ce qu'avec cette victoire, juste Pierre, oui. Est-ce qu'avec cette victoire de Trump, est-ce que la Fed et Jérôme Powell, tous les deux, sont dans le flou? Pas à court terme, on a compris, il y aura 25 points de base de baisse ce soir.
peut-être autant en décembre, mais sur 2025-2026, parce que le programme de Trump, disent certains, mais tout le monde n'est pas d'accord, potentiellement est source d'inflation. Alors, à mon sens, il est moins source d'inflation que source de déficit public. Et c'est bien cela qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que et où la vraie ça a sujet, un impact, quoi qu'il en soit. Oui, alors là pour le coup, en fait, vous savez, historiquement parlant, un problème de dette publique, c'est pas un sujet. Le stock de dette, on s'en fout. L'important, c'est est-ce qu'il est lourd à porter ce stock de dette. Et en fait, du coup, il est associé aux charges financières qu'il faut chaque année, aux intérêts payés associés à ce stock de dette et au déficit public. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, d'ici la fin d'année, 18% des recettes fiscales aux États-Unis seront consommées uniquement par les charges financières. C'est-à-dire que les intérêts payés au regard en fait de votre gestion de politique budgétaire, stock de dette plus déficit à financer. Si vous maintenez les taux au niveau actuel en fait et que Trump dit je ne bougerai pas les recettes fiscales, je ne les augmenterai pas concrètement, ça veut dire concrètement là aussi que de plus en plus de recettes fiscales seront ponctionnées uniquement par les intérêts que vous payez. Oui, donc il y aura cette tentation de Trump de faire baisser beaucoup plus bas les taux pour se donner un peu de marge de manœuvre. Mais c'est pour ça la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la Fed va devenir la BOJ, puisque je rappelle que la BOJ, la banque centrale, la BOJ, c'est-à-dire que la banque centrale japonaise. Ah, parce qu'en fait, pardon, c'est bien ça. Voilà, BOJ, oui, c'est le sujet. Aujourd'hui, en fait, est-ce que finalement la banque centrale n'aura plus aucun impact et aucun choix, si ce n'est en fait de laisser ses taux éternellement à zéro au regard des politiques budgétaires qui sont implémentées. C'est concrètement, et je rappelle quand même pour que les gens l'aient bien en tête, c'est concrètement la situation du Japon maintenant depuis une petite quinzaine d'années, depuis 2012, où au regard du stock de dette publique accumulée et de l'impossibilité ou de l'incapacité des gouvernants japonais à réformer en fait leur modèle public et à inscrire les déficits publics d'un point de vue structurel au-delà de 5% par an, avec un très gros stock de dette publique, eh bien ça coûte si cher qu'on n'a plus d'autre choix que de descendre dans la cave, imprimer des billets de banque et donner, c'est-à-dire avoir des politiques à taux zéro. Sauf que, vous comprenez bien que 10 ou 15 ans plus tard, vous avez un bilan de la Banque centrale japonaise qui est passé de 30% du PIB à 130% du PIB. C'est-à-dire que vous l'avez fait à hauteur de 100% en une grosse dizaine d'années. C'est colossal. Et d'une certaine manière, quelles que soient les circonstances, la Banque centrale ne peut plus rien faire. Pour l'instant, elle a un objectif d'inflation qui est de 2%. On y est sur l'inflation globale, on n'y est pas encore sur l'inflation hors énergie et alimentation. Mais en même temps, si du fait de la guerre commerciale qui va être réactivée, ça on l'a bien compris, il y a des pressions inflationnistes, la Fed serait placée dans une configuration difficile où elle aurait des choix à faire. Je crois pas. Non, je crois pas. Là, pour le coup, je suis d'accord avec Jean-Pierre. Enfin, en tout cas, vous le savez, puisqu'on se parle régulièrement depuis longtemps maintenant. En fait, il y a une forme de fantasme de retour de l'inflation, comme si, en fait, beaucoup de mes confrères, d'ailleurs, pendant très très longtemps, ont dit tout ce qu'on fait est inflationniste, donc il faut qu'elle revienne. Et on a eu l'impression quand même que la séquence 2021-2022 et 2023 a poussé beaucoup de gens à dire ça y est, l'inflation est revenue, elle est là pour toujours. La réalité, c'est qu'elle n'est pas là pour toujours, parce que d'un point de vue structurel, on n'a pas de demande aujourd'hui qui caracole. Est-ce que la demande européenne caracole? Non. Est-ce que la demande américaine, certes, elle se porte mieux que chez nous, caracole? La réponse est non, et c'est pas l'élection Trump qui va changer tout ça. Donc, la raison structurelle de l'inflation, c'est d'abord parce qu'une demande augmente fortement. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là, et on ne sera pas plus demain parce que le taux de croissance, en gros, la démographie de tous nos pays n'est pas très bien orientée, nous amène plutôt à des demandes qui vont continuer d'augmenter de manière douce, donc il n'y a pas de sujet. Donc Jérôme Powell va être amené à baisser ses taux quoi qu'il en soit en 2025, maintenant que Trump est élu. Bien sûr, il va continuer, comme on le dit depuis déjà pas mal de temps, Trump ou pas Trump d'ailleurs. La réalité, c'est plutôt qu'à terme, je dirais, est-ce que la politique monétaire... Là, c'est légitime en fait que les taux baissent. La question, c'est si demain on a un choc géopolitique qui peut réarriver tout de même, c'est-à-dire qu'on a une séquence, soit en Moyen-Orient, soit en Extrême-Orient, soit... voilà, peu importe. Si jamais on a des poussées inflationnistes, c'est ce qui va arriver, c'est qu'il n'y a pas de retour définitif de l'inflation structurelle, mais il peut y avoir de temps en temps des chocs géopolitiques qui recréent en fait un petit boom d'inflation. La question fondamentale, c'est que face à cela, la Banque centrale américaine aura-t-elle encore le loisir de pouvoir finalement piloter les marges de manœuvre à travers est-ce qu'elle conservera des marges de manœuvre? Donc là, j'ai presque envie de dire 2024-2025, c'est fait, puisque naturellement, l'économie ralentit, la demande ralentit. Et puis on l'a vu sur le chiffre de l'emploi au mois d'octobre, qui ne sont pas bons aux États-Unis. Mais bien sûr, et c'est logique, et d'ailleurs, c'est l'héritage unique de la politique monétaire, d'ailleurs de tous les pays du monde, de la politique budgétaire. Qui commence à peine à montrer ses effets.
Exactement. Mais à partir du moment où ils ont commencé à montrer ses effets, la politique monétaire, qui est très anticipatrice, c'est-à-dire qu'il y a un décalage dans le temps entre l'impact et le moment où on agit, eh bien, naturellement, elle va poursuivre. Donc, le sujet n'est pas 2024-2025, il est plus fondamental. C'est qu'à terme, finalement, les États-Unis se transformeront-elles en Japon, à savoir, auront-elles mis le pouvoir de battre monnaie, en fait, enfin, auront-elles rapatrié le pouvoir de battre monnaie comme un attribut du politique tout court, quoi, du politique budgétaire. Et c'est ce que souhaite, Donald Trump. Oui, alors à terme, ça pourra, mais alors là, pour le coup, à terme, bon, à long terme, une chose est sûre, on sera tous morts, mais bon, peu importe, là, à plus long terme, ça sous-tendra tout de même une question, non sur l'économie américaine, sur la capacité à se financer, parce que là, il n'y aura pas de sujet, mais sur le statut du dollar. Mais là, on est sur vraiment des horizons de temps très, très lointains. À plus court terme, politique, lorsque... Ah, oui, allez-y. Non, juste à plus court terme, et il faut qu'on finisse là-dessus. Est-ce qu'il est en danger ou pas, Jérôme Powell, à la tête de la Fed, maintenant que Trump est élu? Non, parce que finalement, les planètes sont alignées. Dans le sens où, d'une certaine manière, si l'inflation restait là, l'économie américaine caracolait. Voilà. Mais c'est pas le cas, en fait. Donc, à partir du moment où, effectivement, les chiffres de l'emploi sont, ça y est, ça s'est retourné, l'inflation, la core inflation, en fait, est toujours en retard par rapport à l'inflation globale, mais c'est normal, en fait, c'est comme un paquebot, donc il y a un peu plus d'inertie. Donc, tout rendant, ce qui veut dire qu'en réalité, Jérôme Powell pourra trouver les arguments rationnels à la baisse de ses taux. C'est-à-dire qu'en fait, il pourra se positionner comme ce n'est pas parce que Trump le veut ou me le dit, mais la réalité des chiffres me permet aujourd'hui de baisser mes taux. Ce qui fait qu'il y a pour l'instant, on peut estimer qu'à court terme et moyen terme, il n'y a pas de sujet puisque les planètes sont alignées. On va dire l'économie américaine, hormis sa dimension politique, légitime des taux qui continuent de baisser l'année prochaine. Donc tout le monde sera content. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David, à bientôt. Bye.